Et si on redécoupait le monde? C'est parti pour cette troisième partie sur cette application ludique où on peut remodeler les frontières, créer, découper ou fusionner des pays pour refaire un nouveau monde. Après l'Europe et l'Asie-Océanie, aujourd'hui on va se concentrer sur les Amériques. Encore une fois, on est là pour s'amuser, pas de haine dans les commentaires, et on ne part pas sur un redécoupage brut depuis notre monde du XXIe siècle, on est davantage sur une uchronie démarrée il y a plus de 1000 ans et où différents chemins empruntés auraient mené à cette structure de pays. Le thème principal, je le répète, est les regroupements par famille linguistique, avec parfois bien sûr des exceptions et choix personnels. On va commencer par l'Amérique du Sud. Et pour les besoins de cette carte, de la même manière qu'il y avait quelques règles spéciales sur les autres continents, comme pas d'empire de Russie ou d'empire de Chine, je répète ce que j'avais rapidement mentionné en Asie, mais va encore plus s'appliquer ici en Amérique. Je considère que même si la colonisation a eu lieu, elle a été beaucoup moins violente et exterminatrice que dans la réalité. Ce qui va me permettre de conserver des nations de natifs, mixés d'Européens parfois, bref, avec quelque chose de plus équilibré que ce carnage colonial qui a ravagé les Amériques. Et donc le visage général des Amériques va énormément changer. Je préviens tout de suite, l'Amérique du Sud, c'est un tour de force niveau linguistique. Ce sont des dizaines de groupes linguistiques et une bonne centaine d'isolats. Il ne va pas être possible pour le coup de suivre strictement la règle de la carte, car beaucoup de ces langues ont des zones de répartition minuscules ou éclatées en morceaux. Qui plus est, beaucoup sont en voie d'extinction, voire déjà éteintes, et il est toujours de nos jours impossible de définir quelles était la répartition des langues il y a plusieurs siècles. Les regroupements seront donc davantage géographiques que purement linguistiques, à la manière de ce que j'ai fait pour la Transcaucasie. Sinon, c'est juste ingérable. Je vais commencer par la côte ouest et former un grand empire qui se nomme Tawantinsuyo. Ce nom vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est le vrai nom de la nation Inca. Car Inca, c'est juste le nom du dirigeant, le Sapa Inca. Les frontières suivent plus ou moins les contours de l'empire Inca à son apogée, légèrement agrandi vers le nord et peut-être un petit peu à l'est si je ne m'embête pas à découper chaque région présente. Les langues parlées sont principalement des langues autour du Quechua, toujours très parlé de nos jours, mais pas uniquement. Tawantinsuyo absorbait énormément de peuples dans son territoire. Et comme je l'ai dit, je considère que le pays n'a pas été pulvérisé par les conquistadors, lui permettant de survivre ou alors de renaître en reprenant son indépendance plus tard en sortie de colonialisme, avec une population majoritairement autochtone. Au sud de l'Amérique du Sud, sur les terres chiliennes et de Patagonie, on trouve divers peuples dont les majoritaires, on va dire, sont les Tehuelches et les Mapuches. On va les regrouper pour former Mapuche. Pays qui sera mix de peuples autochtones et occidentaux. On remonte au-dessus pour ce qui reste de l'Argentine qu'on va fusionner à l'Uruguay et un petit bout du sud du Brésil, car dans cette zone se trouvent principalement ce qu'on nomme les gauchos, les fameux cow-boys argentins de la Pampa. Les gauchos ne se rattachent pas à une ethnie unique, mais sont des métis entre Européens et locaux, comme les Guaranis et les Charruas, et même quelques composantes de descendance africaine. Leur langue est un mélange entre une majorité d'espagnol ou de portugais, matiné de fort accent et de régionalisme, avec un vocabulaire très particulier emprunté à d'autres langues. Retournons vers le Brésil. On va commencer par le couper en deux, en gardant la partie de la forêt amazonienne des contreforts des Andes à l'embouchure de l'Amazone. Cela pour former Amazonia, qui serait une sorte de protectorat scientifique mondial. Les peuples forestiers continuent à vivre tranquillement et le territoire serait administré depuis Belém par des Occidentaux. Amazonia sera protégée de la déforestation à des années-lumière de la destruction massive actuelle et pourrait servir de lieu d'études scientifiques, de la faune ou de la pharmacopée. Les richesses de l'Amazonie sont presque infinies et on n'en sait presque rien. Ce territoire est un bouclier pour sa préservation. L'autre morceau du Brésil qu'il reste associé au Paraguay devient Costa Esmeralda. On reste sur un pays majoritairement occidental portugais. On y trouve toutes les grandes villes côtières, Rio, Sao Paulo, Salvador, Recife ou Fortaleza.
Cela représente finalement la partie la plus économiquement active du Brésil, et au moins on préserve l'Amazonie en la sortant. Allons plus au nord, où la Guyane française, le Suriname et Guyana s'unissent tout en s'agrandissant sur le Brésil jusqu'à la rive nord de l'Amazone et vers le Venezuela pour couvrir l'ensemble du plateau des Guyanes, et devenir donc la République des Guyanes. Au nord du continent, ce qui reste de la Colombie et du Venezuela se réunissent, comme c'était le cas à l'origine, à la fondation de la Grande Colombie. Pays essentiellement hispanophone, les populations locales, bien qu'éclatées en de nombreuses langues, n'ont pas bâti de grandes civilisations de même niveau technique que les Incas. Passons à l'Amérique centrale, puis du Nord. Et pour savoir d'où est inspiré le découpage que je vais faire, je vous encourage à aller voir la vidéo « Et si la France avait gagné la guerre de 7 ans ?» Mais je ferai quelques différences toutefois. On commence par réunir tous les pays d'Amérique centrale en une République fédérale d'Amérique centrale. Cette union eut brièvement lieu durant le XIXe siècle avant l'éclatement en multiples pays. Si on reste en termes linguistiques, on est toujours sur de l'espagnol majoritairement. Dans les Caraïbes, on va unir les grandes îles Cuba, Haïti, Porto Rico et la Jamaïque en confédération antillaise. Un travail similaire pour les petites Antilles pour réunir toutes les îles de l'arc jusqu'au large de la Grande Colombie et former les îles caribéennes. 2 nations données au peuple noir arrivé ici à cause de la traite négrière et aux langues notamment créoles antillaises, issues de différentes langues comme l'espagnol, le français ou le hollandais. À côté, à partir du Guatemala qu'on étend sur le Yucatan, un peu du Chiapas et vers l'est, on fait renaître Mayapan, signifiant terre des Mayas. Non, les Mayas n'ont pas été totalement exterminés, mais leur civilisation s'est écroulée à la colonisation à cause des conquistadors, malgré une longue résistance. Mais comme je l'ai dit, je considère que les colonisations ont été moins destructrices. À la manière de Tahuantinsuyo, un état maya renaît de ses cendres, avec ses locuteurs mayas donc. Mais le plus gros morceau, c'est à côté, recouvrant le reste du Mexique et un peu au-delà vers le nord, unissant toutes les langues du groupe Uto-Aztecan. Oui, c'est l'héritage de l'ex-empire aztèque, dont la langue est le nahuatl et de tous les peuples qui étaient proches culturellement et linguistiquement parlant. Comme les 2 exemples précédents, on fait renaître un grand état aztèque du nom de Anahuac, qui est le nom du Mexique en nahuatl, et qui a failli être le nom choisi du Mexique en 1810 lors de sa guerre d'indépendance. On va relâcher toutefois la Basse-Californie pour la donner à un nouveau pays sur la côte, les États pacifiques. Outre les langues occidentales, principalement espagnoles, ces États couvrent une multitude de familles linguistiques dont il serait trop long de faire la liste. Mais les groupes les plus significatifs sont les langues pénutiennes et les langues salish du nord de la Californie au nord du pays, ainsi que les langues Yuman-Cochimi dans la Basse-Californie et la Petite Poche qui se détache à côté. Les États pacifiques seraient alors métis entre présence européenne et autochtone. Passons sur la côte du Golfe, où on va recréer la Louisiane, en partant du fait que cette région est restée française bien plus longtemps que la réalité. On trouve diverses langues autochtones comme le Caddoan et le Kiowatanoan et d'autres encore, mais le pays serait principalement francophone. Mais vous inquiétez pas, je n'oublie pas les vrais habitants des Amériques. Qui n'a pas rêvé à imaginer dégager les USA et laisser la place aux Premières Nations ? Eh ben, c'est ce que je vais faire en partie. Dans tout le centre des États-Unis actuels se trouve une très grande famille linguistique, regroupant plusieurs peuples, les langues Sioux-Catawba ou simplement Siouan, dont plusieurs ont donné leur nom à des États, Dakota, Iowa, Missouri. C'est donc la famille de langues dont font partie les Sioux qui ont donné leur nom. Je libère donc tout ça pour former l'Assemblée Sioux, qui pourrait, vaguement ressembler à une tête avec 2 plumes. Mais en Amérique du Nord, il y a une seconde très grande famille culturo-linguistique, les langues algonquiennes, principalement présentes dans le Canada actuel, mais aussi dans d'autres régions. On va en libérer 80% pour former leur pays sur le modèle des Sioux, l'Assemblée algonquine. Juste à côté, avec des petits découpages nécessaires, on va former le Québec, également vestige de la colonisation française de l'Amérique et donc francophone. Ce qui reste en dessous est toujours les États-Unis,
bien raccourci par rapport à actuellement, donc centré sur les 13 colonies d'origine, qui auraient légèrement grandi en récupérant d'anciennes colonies britanniques comme Terre-Neuve, le Labrador ou le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, et tirant à l'est vers la vallée de l'Ohio. Les USA récupèrent également les Bahamas et les Bermudes, et le pays serait évidemment anglophone. Le drapeau est adapté par rapport au nombre d'États avec des étoiles disposées en cercle, comme au début. Il reste à boucler les territoires restants, qui devient toujours le Canada, qui récupère l'Alaska, un Canada cette fois francophone, donc au drapeau adapté, mais avec des langues locales, dont les principales sont les langues du groupe Nadéné, sur une grosse majorité du territoire, et Inuito-Aleut sur une large bande du littoral nord. Je vais également confier au Canada le Groenland, car même si je l'avais donné à la Scandinavie, car c'est une conquête scandinave depuis les environs de l'an 1000, la population autochtone sont bien les Inuits, et donc à relier au reste qui vit sur tout le nord du Canada. C'est tout pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez de ces nouvelles Amériques, et la prochaine fois, finalement, je vais tout de même m'atteler à l'Afrique, et croyez-moi, il va y avoir du giga changement. Allez, ciao!